3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland est avec nous, directeur stratégiste de Montpensier Arbevel. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. C'est la concrétisation ça y est, dans le nom. Première télé Montpensier Arbevel officielle. Bravo. Très heureux. Voilà, exactement. Très heureux d'inaugurer cette belle opération. Grégoire Kounowski est avec nous également, conseiller en investissement chez Norman Kay. Bonsoir Grégoire. Bonsoir messieurs. Merci d'être là. Et Vincent Chéniaud nous accompagne, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là, ravi de vous retrouver tous les trois. Vincent, commençons par les premiers enseignements de cette première salve de tarifs douaniers annoncée par Donald Trump. Une des leçons, c'est quand même que plus on est proche et plus notre économie est imbriquée avec celle des États-Unis, plus on négocie facilement et rapidement quand même. Il faut avoir le cœur bien accroché, mais en effet, jusqu'à présent, c'est plutôt en ligne avec notre hypothèse fondamentale qui est testée, sur lesquelles on n'a pas de certitude absolue évidemment, mais notre hypothèse est que Trump et les Républicains voudront éviter un nouveau choc inflationniste de grande ampleur. J'aime rappeler que 2024 a été une année très riche en élections de par le monde, et partout, mais absolument partout, les gouvernements en place ont perdu des sièges, et dans une proportion qui est nettement supérieure à ce qu'on voit historiquement, si on regarde sur le dernier siècle. Le taux de transformation d'alternance est même de quasiment de 90%, je crois, sur les 60% du PIB appelé aux urnes en 2024. Voilà. Ou 80% peut-être d'alternance à l'issue de ces élections. Je pense que le choc inflationniste a été un facteur important dans ce mouvement de contestation. Et donc, les Républicains qui déjà font face à des élections de mi-mandat dans un peu plus de 18 mois aux États-Unis, une élection qui déjà sera difficile, peuvent-ils se permettre un choc inflationniste ? Notre hypothèse est que non, et donc ils vont pas pousser tous les curseurs sur la politique notamment qui causerait un choc d'offres négatives, donc immigration, droits de douane. Ils vont être plus mesurés en la matière. Ce qui s'est passé avec la Colombie, le Mexique, le Canada soutient plutôt cette hypothèse. Alors pour la Chine, 3 fois, Donald Trump renonce en moins de 24 heures à punir le consommateur et les entreprises américaines. Voilà. Alors il repousse d'un mois, voyons ce qui se passe, mais c'est plutôt bon signe. Pour la Chine, la voie d'échappement sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus pentue, parce que la Chine est l'adversaire géopolitique numéro 1. Et là, Trump sera plus dur. Mais on voit là une hausse des droits de douane de 10 points, qui en l'occurrence est très très loin des 60 dont il avait parlé pendant la campagne. La réaction chinoise elle-même a été mesurée, donc on part sur des bases pas trop agressives, disons-nous. Donc c'est plutôt rassurant. Ce qui est intéressant, Wilfried, vos commentaires sur cette première salve de tarifs, hein, on s'intéresse évidemment à ça, mais ce qui est intéressant, c'est que autant Mexique, Canada et Chine sont impliqués dans ce que d'ailleurs Peter Navarro ou d'autres conseillers de Donald Trump estiment être une guerre contre la drogue, le fentanyl, plutôt qu'une guerre commerciale. J'attends de voir quel va être le rationnel concernant l'Europe. On sait que Donald Trump a commandé des rapports au Trésor et à différentes agences qui doivent être rendus le 1er avril pour évaluer les dommages ou non du commerce mondial avec les États-Unis. Et autant Donald Trump ne peut pas accuser l'Europe de trafiquer ou d'exporter du fentanyl, ça semble pas être le cas, en tout cas du point de vue de Donald Trump, autant peut-être que sur la dimension commerciale, il y aura des griefs à revendiquer. Oui, ça va être le point essentiel. Donald Trump, en fait, a besoin de ses voisins. Il respecte et il craint la Chine. Il veut mettre au pas l'Europe. Et c'est ça toute la différence. Et on voit bien que le sujet fondamental qui va être le sujet autour duquel vont tourner les discussions entre les États-Unis et l'Europe, ça va être la technologie. C'est-à-dire qu'on voit très bien que ce qui se profile,
c'est dans la foulée des déclarations d'un Mark Zuckerberg ou d'Elon Musk, c'est la volonté des États-Unis de s'attaquer à la réglementation européenne comme étant une réglementation en fait protectionniste, qui sous couvert d'ouvrir le continent aux échanges est en fait un élément qui leur permet de s'abriter de la grande puissance américaine qu'elle souhaiterait développer partout. Or là, on est au cœur de la construction européenne. On est au cœur identitaire. On est dans cette fameuse cathédrale normative héritière de l'Empire austro-hongrois. C'est notre consensus, quoi. Et exactement, qui fait l'Europe. L'Europe, c'est une cathédrale normative. Renoncer au DMA, au DSA, au RGPD, à l'IA Act, ce serait quelque chose d'extraordinairement douloureux et probablement impossible en termes de consensus à atteindre. Et donc là, même s'il y a des forces, pardon, je vous interromps, même s'il y a des forces en Europe qui sont en train de s'élever sur cette cathédrale normative, comme vous dites. Bien sûr, mais l'attaque pourrait être probablement très importante là-dessus, probablement plus que sur des domaines où on l'attend, c'est-à-dire l'automobile, les spiritueux, des choses qui sont assez basiques. Ça va véritablement être le cœur du débat. Et autant, effectivement, on voit que sur ses voisins, il mentionne, en fait, il a une attitude un peu... C'est la doctrine Monroe, du président du 19e siècle, qui disait en fait c'est l'Amérique latine et l'Amérique en général, c'est notre arrière-cour, donc ne venez pas y toucher. Il assure son pouvoir, c'est très clair, et derrière il a une posture qui lui permet de dire à son électorat, regardez, j'ai déjà fait des choses et j'ai déjà obtenu plein de choses, personne n'est véritablement dupe, mais en tout cas les apparences sont sauves. Sur la Chine, ça va être un délai, je suis tout à fait d'accord avec Vincent, ça va être quelque chose de beaucoup plus de longue haleine, avec le consensus anti-chinois à Washington, qui est quand même très très compliqué à surmonter. Mais le véritable sujet sur lequel on va se battre fortement, au sujet de ces droits de douane, c'est effectivement, ça va être autour de l'Europe et à mon avis... Et le point de pression, c'est sur la tech et la réglementation technologique. Les questions, acheter mon gaz, acheter ma défense, etc., c'est finalement pas le cœur du sujet pour Trump. Paradoxalement, à partir du moment où la Chine dit « je vais acheter de moins en moins de gaz américain », il est évident que l'Europe va dire de toute manière « j'ai besoin du gaz américain ». Mais pour Trump, un ex-partenaire, en tout cas un sparring partner, qui a besoin de lui, ce n'est plus quelqu'un avec lequel véritablement on doit discuter, c'est quelqu'un avec lequel on peut imposer des choses. Or, on a besoin du gaz américain, on en a besoin. Et ça, il le sait. En revanche, le sujet, c'est le fameux marché unique européen. Comment faire en sorte que les géants de la technologie aient effectivement totalement accès, alors qu'on voit quand même que l'Europe se raidit de plus en plus là-dessus, avec des amendes qui commencent quand même à taper un peu, si ce n'est le cœur du portefeuille, au moins le cœur de l'ego d'un certain nombre, et on sait que c'est important, d'un certain nombre de géants de la technologie. Donc ça va être effectivement pour moi un sujet très important. Grégoire, comment vous regardez cette entrée en matière de Trump et de ses équipes sur le front commercial? Qu'est-ce que ça peut inspirer pour la suite? Il n'y a rien de très nouveau sous le soleil, si vous me permettez l'expression. Ce qui s'est passé hier, on aurait pu le voir venir. C'est ce qu'on a nous commenté à Norman Kay en début de séance, en disant qu'il ne fallait pas paniquer, que très probablement il allait revenir, en tout cas il allait rétro-pédaler sur un certain nombre d'événements. On a eu raison derrière sur le Mexique et sur le Canada. Effectivement, messieurs l'ont dit, il met, comme on l'appelle, on hold en anglais pendant un mois. Il est toujours dans une posture, on le connaît, il a déjà fait un mandat, alors il a encore plus affirmé une posture de négociation. Il va avoir le meilleur pour lui, pour ses proches et derrière pour son pays. Il est toujours dans les postures de négociation. Et ce qui est intéressant, effectivement, et je rejoins un peu l'analyse, c'est que c'est assez facile d'avoir des soldats déployés à la frontière du Canada, du Mexique, pour effectivement empêcher les migrants illégaux, le fentanyl, etc. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il va demander à l'Europe? Ok ? Vous avez probablement vu juste, c'est probablement ça. Peut-être qu'il va demander qu'on achète plus de voitures automobiles, enfin des voitures américaines, on le fait déjà. Mais c'est vrai que mettre des soldats à quelle frontière en Europe, ça va servir pas à grand-chose. Oui. Empêcher les gens de partir. Puis là, on est vraiment sur des questions de sécurité. Le sous-jacent légal qui lui permet de prendre ses décrets sur Mexique-Canada, encore une fois, c'est la lutte contre la drogue et l'immigration illégale. Pour l'Europe, c'est des sous-jacents légaux qui sont moins évidents. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il parle d'Europe continentale, il exclut le Royaume-Uni, qui dit qu'il c'est off the game, comme on dit. Donc, pour l'instant, c'est pas une question d'actualité pour lui, même s'il y reviendra après. Je crois qu'il a dit dans un de ses discours qu'il fallait casser la date du 18 février. Ça allait être les tarifs qui vont être imposés à l'Europe. Ça va être un jeu de négociation. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Probablement un accès plus déréglementé. Je ne suis pas sûr qu'on lâche dessus. Ça va être intéressant de voir. Par contre, d'un point de vue purement marché, ça a très bien réagi hier. Ouais. C'était un peu panique le matin.
On a vu que ça s'est stabilisé avec les nouvelles sur le Mexique puis le Canada derrière. La Chine, c'était plus ou moins pricé déjà, donc effectivement, il n'y a pas d'effet. Ce qu'il faut regarder sur les tarifs, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar a fait un excès à 1,01 quelque chose pendant la nuit, donc du lundi. Et aujourd'hui, on est à 1,0335 ou 1,0340. Ça a complètement inversé la tendance du jour et ça revient gentiment sur les 1,04, potentiellement les 1,05. Ça va arriver sur l'Europe. Il faut attacher sa ceinture parce que ça va piquer quand même sur l'Europe. Donc le marché est assez complaisant pour l'instant, il remonte. Ok, très bien. Ça va arriver. Je ne pense pas qu'il va rester dans une posture de négociation. Il va demander des contreparties, lesquelles aujourd'hui, compliqué à dire, même si je... Là, le marché a dépricé en Europe, le marché a dépricé le risque d'attaque commerciale ou tarifaire de Trump. Regardez juste les faits. Vous avez un DAX qui est au plus haut historique, quasiment au plus haut historique. Alors on le sait, c'est la composition de l'indice, c'est SAP, c'est Allianz derrière, des boîtes qui marchent très bien, qui font la majorité de l'indice. Aujourd'hui, vous avez ça, le CAC 40 sur le rattrapage du luxe qui est vachement revenu. On a des performances à plus 7, plus 8 depuis le début de l'année. On est quand même dans une situation de complaisance où le marché nous dit aujourd'hui, preuve dans la séance de hier, que on le connaît, c'est une posture, on va lui donner ce qu'il veut, il va passer au prochain et on va pouvoir s'occuper de notre petite affaire, notre petite business et continuer comme ça. Je ne suis pas certain que ça soit aussi simple que ça. À 1,02, 1,03, l'euro, il n'a pas intégré le risque tarifaire. La preuve que non, on est remonté directement à 1,0335 et on va gentiment sur la 1,04. Donc après, il y a un point de gravité sur la 1,05, mais je ne suis pas sûr qu'on aille voir la parité non plus. Donc c'est... ça va être... Il y a une sorte de complaisance, je ne sais pas si monsieur me rejoint là-dessus, mais qui me fait dire quand même qu'on connaît sa posture, on sait qu'il, quand il obtient ce qu'il veut par rapport à sa base électorale, il a tendance à inverser ses positions, on l'a bien vu, ça s'est réglé très rapidement pour l'instant. Il menace beaucoup jusqu'au jour où les menaces vont devenir des réalités, hormis la Chine, et ça va rester. Et je ne suis pas sûr que le marché anticipe ça pour l'instant, en tout cas les marchés européens. Mais le sujet des devises va être un sujet essentiel. Et on voit bien que se profile dans la tête d'un certain nombre de responsables américains un peu l'équivalent des fameux accords du Plaza, de septembre 85 ou 86 de mémoire, qui entre les États-Unis, le Japon, l'Allemagne de l'Ouest de l'époque, la France et le Royaume-Uni, avaient fait un espèce de grand jeu monétaire pour rééquilibrer les échanges. Une réappréciation violente des grandes devises mondiales. Exactement, et en particulier une réappréciation violente du yen qui avait conduit finalement à la crise monumentale du Japon. Et il ne faut jamais oublier que les grandes crises économiques, les grandes instabilités prennent leurs racines dans l'instabilité monétaire. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je ne serais pas étonné que viennent dans le jeu de négociation justement ces éléments de parité monétaire, sachant que le Trésor américain publie régulièrement des listes de devises qu'il considère comme étant les plus surévaluées, et aux côtés de devises dont on entend très peu parler, comme le dong vietnamien, il y a évidemment en première ou deuxième position le yuan et l'euro. Et donc le sujet, c'est effectivement comment est-ce que va rentrer dans la négociation effectivement ce paramètre-là, est-ce que c'est possible ou pas, sachant que les banques centrales disent toujours non, moi je ne m'occupe pas des taux de change, mais il y a un impact sur l'inflation, il y a un impact sur les exportations évidentes, donc ça va être véritablement un sujet très important avec lequel peut-être il peut jouer sur ce côté urgence nationale, en disant regardez, le Trésor américain nous dit la devise euro est extrêmement sous-évaluée, donc c'est un sujet national pour nous, d'urgence. C'est l'enjeu de ces rapports qui va être rendu le 1er avril. Peter Navarro en parlait encore. Effectivement, on verra dans quelle mesure ces rapports permettent d'évaluer des dommages liés à des compétitivités qui ne seraient pas faire du point de vue américain. L'Europe a jamais été accusée de manipulation de devises au sens strict. De façon si claire, non, mais en revanche, quand on lit un certain nombre de papiers du CBO, on voit que il commence à y avoir le terme qui apparaît sur sous-évaluation manifeste. On n'est pas loin de manipulation ostensible. Il nous reste juste un petit cran à franchir quand même. Vincent, avec l'idée, votre postulat, effectivement, partagé par d'autres, que Trump ne prendra pas le risque de réveiller l'inflation, ni même la perception de l'inflation chez l'américain électeur, notamment MAGA. Quelle marge de manœuvre ça lui donne? Je comprends que 25% de tarifs sur le Mexique et le Canada, vu l'imbrication des chaînes de valeur, c'était forcément très nettement inflationniste, au moins en première intention, en première réaction. Est-ce que c'est aussi vrai s'il s'attaque à l'Europe, s'il continue de s'attaquer à la Chine, ou est-ce que là, les corrélations sont moins évidentes du point de vue inflationniste, en l'occurrence? Non, je pense que l'Europe et la Chine sont deux très grands partenaires commerciaux des Américains. Donc je pense qu'il va avoir tendance à utiliser les droits de douane comme une menace, plutôt qu'un outil mis en place, sauf pour la Chine.
L'Europe également sera frappée, mais sera-t-elle frappée durement? Je ne suis pas persuadé. Il y a également cette idée qu'on évolue vers un monde bipolaire, avec les États-Unis d'un côté et la Chine et le Grand Sud de l'autre. Où se positionne l'Europe à ce niveau-là? Donc l'Europe a quand même, je pense, du répondant, même si l'Europe, malheureusement, a terriblement souffert ces dernières années, notamment de la guerre en Ukraine, et est en retard sur beaucoup de domaines, militaires, technologiques, productivité, innovation. Donc l'Europe est dans une situation très difficile, mais elle a quand même du répondant via la politique concernant la tech et l'intelligence artificielle, via également son positionnement entre les États-Unis et la Chine. Donc l'Europe a quand même du répondant. Est-ce que c'est l'intérêt des États-Unis de frapper un partenaire qui est déjà très affaibli? Donc je ne pense pas que Trump sera particulièrement tendre avec l'Europe, mais je ne pense pas non plus qu'il sera aussi dur qu'avec la Chine. Bon. Mais je partage que le change sera très important, nous l'avons dit, c'est l'élément majeur qu'il faut regarder pour évaluer ce qu'on appelle les Trumponomics. En l'occurrence, on l'a très bien vu ces derniers jours, avec une politique commerciale agressive, le dollar s'envole. On est déjà sur des niveaux historiquement très élevés du dollar américain, si on regarde le taux de change effectif réel, donc avec l'ensemble des partenaires et corrigé de l'inflation, le dollar est déjà très élevé. On sait qu'historiquement, une hausse trop rapide, très rapide du dollar vers des niveaux extrêmes est déstabilisatrice. C'est mauvais pour les profits globaux en dollars. Ça tente à affecter les économies émergentes et affecter l'ensemble des marchés d'actions in fine. On sait que Trump regarde beaucoup les marchés comme jauge de sa politique. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il a intérêt, là encore, à taper très fort et emmener le dollar très haut et éventuellement plomber le marché obligataire et le marché action? Je n'en suis pas persuadé. Donc, on reste sur cette ligne, mais effectivement, le dollar sera une valeur très importante à regarder pour juger la politique de Trump. Et on peut imaginer que dans le dollar tel qu'il est aujourd'hui, une partie au moins des Trumponomics a été anticipée depuis septembre. Oui. Maintenant, on était à 1,12 sur l'eurodoll en septembre. On peut imaginer une baisse significative du dollar. Alors, pour quelle raison, j'en sais rien, mais en 2017, le dollar perd 10% sur l'année post-élection de Trump, la première année d'exercice du pouvoir de Trump. Ouais. Ouais. C'est un schéma qui est envisageable, il y a un chemin possible pour ça? Dans notre scénario central, on a une appréciation modeste du dollar à partir de niveaux déjà très élevés, comme je l'ai dit, notamment parce que la Chine reste assez faible et parce que la BCE va baisser les taux beaucoup plus agressivement que la Fed. Mais c'est vrai que c'est déjà très pricé, ça. Donc, sauf politique très agressive de Trump, je pense que le potentiel à la hausse du dollar est limité. Par contre, si on a des surprises positives au niveau de la croissance mondiale et au niveau de Trump, de la politique commerciale en l'occurrence, le potentiel de repli du dollar est significatif. Sur la croissance mondiale, j'aimerais évoquer un point très important. On a des signes selon lesquels le secteur manufacturier, enfin, est en train de décoller. Bien sûr. Il a été... Enfin, décoller, oui. On est à 50 sur l'ISM manufacturier, quoi. Rebondir. On a été sur des niveaux très faibles. Ça repart. Récession du marché, du secteur manufacturier. On voit les signes. Regardez dans les composantes ISM, la composante nouvelle commande par rapport au stock, inventories, ce ratio est en train de remonter assez nettement. Les commandes se reprennent. Et c'est lié à quoi, ça? Assez favorable. Je pense que le mouvement de baisse des taux, les conditions financières très favorables... Fin du déstockage, etc. Voilà, d'accord. Le cycle de stock... Mais c'est pas Trump depuis le 20 janvier à la Maison-Blanche. Non. Il y a également la confiance, notamment américaine. C'est certes au niveau des petites entreprises américaines. On voit qu'il y avait un écart énorme entre la confiance des grandes entreprises et des petites. Là, la confiance des petites entreprises américaines est en train de monter très fortement. Donc, à suivre. Mais c'est vrai que la combinaison d'une reprise manufacturière et d'une politique de Trump qui serait relativement coopérative pourrait être très favorable au marché émergent. Ouais. Sur l'échange, il faut garder du long dollar, enfin, il faut continuer d'être acheteur dollar aujourd'hui. Là, c'est une clientèle privée à laquelle vous apportez du conseil, Grégoire. Ou est-ce qu'on peut envisager d'acheter d'autres devises, par exemple?
Le momentum est quand même globalement très bon pour le dollar. Ouais. Après, un trade, quand il est trop consensuel comme ça l'est aujourd'hui, on est assez certain d'un point de vue expérience que c'est l'inverse qui se passe. Nous, on est relativement honnête sur ce qu'on dit. On pense que le point de gravité, c'est 1,05. Et en dessous des 1,0220, on est plutôt vendeur de dollars pour faire du sterling ou de l'euro. C'est comme ça qu'on le joue, nous. Ah ouais. On n'est pas convaincu que ça aille beaucoup plus loin que la parité, si parité il y a. Comme on n'était pas convaincu quand ça va aller à 1,12, que ça allait à 20 comme beaucoup prédisaient. Donc c'est plutôt comme ça. C'est rangy, quoi, en fait. Ça l'est. Après, beaucoup de choses peuvent se passer, mais on est plutôt, on va dire, sur un excès d'optimisme, plutôt vendeur de dollars pour faire autre chose, parce qu'on n'est vraiment pas convaincu, et moi le premier, que ça aille beaucoup plus loin par rapport à ça. Comment vous voyez les banques centrales fonctionner, réagir dans alors le monde de Trump, avec la volatilité, l'incertitude, la menace, les mesures, les contre-mesures, etc. Qu'est-ce que ça implique de nouveau pour les banques centrales? Bon courage à Jérôme Powell, vu ce qu'il a dit. Bon, ça, il le sait. On reste sur, pour nous en tout cas, une divergence qui va être assez prononcée, et je rejoins l'interlocuteur, c'est-à-dire que la BCE ne va pas avoir d'autre choix que baisser ses taux. La macro n'est pas très bonne. Les niveaux d'inflation, pour l'instant en tout cas de ce qu'on voit, reviennent sur les 2%. Donc ils l'ont dit, ils vont le faire. Maintenant, c'est toujours une question de magnitude et de temporalité. Ils vont le faire à quel niveau et à quelle vitesse. En tout cas, ils vont le faire. La Fed a très clairement dit qu'elle était beaucoup plus prudente. Elle a raison de voir sur la séance d'hier, typiquement, ça se justifie. Ils ne vont pas avoir beaucoup d'autres choix que baisser les taux, parce que Trump va leur mettre une gentille pression pour le faire. Et ça, paradoxalement, c'est plutôt négatif dollar quand même, au final. Donc je pense qu'ils vont suivre le mouvement. Maintenant, il y aura toujours une certaine divergence qui va rester assez accentuée entre les deux zones. Ça va quand même beaucoup mieux de leur côté que d'une autre. Donc on jouerait ça plutôt comme ça. Oui, ils ont moins d'urgence à baisser les taux. Côté américain. Par un principe de réalité qui peut les rattraper, mais pour l'instant, de ce qu'on voit, ça marche plutôt bien pour eux. Donc effectivement, ils ont plus de temps pour pouvoir voir un peu la chose et calibrer leur baisse. Mais ils vont baisser aussi, je pense, progressivement. C'est exactement ce qu'a dit Powell, effectivement. On va prendre le temps d'analyser, de factoriser et d'évaluer l'impact des décisions. Pas juste les décisions. On prendra le temps aussi de voir ce que ces décisions ont comme conséquences. La wait and see conference. Ouais. Et donc la conversation Trump-Powell, là, comment ça va se passer, Wilfried? Les deux parties ne se cacheront aucune de leur divergence dans une conversation qui s'annonce franche. Toute la question, en fait, pour la Fed et plus généralement pour les banquiers centraux, ça va être d'évaluer l'impact potentiellement récessif d'une escalade commerciale. C'est-à-dire, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Vincent, c'est-à-dire qu'on est dans un moment du cycle où on se dit finalement ça se passe plutôt pas mal. C'est-à-dire que si on pense, comme historiquement ça s'est toujours vérifié, que le cycle manufacturier est en avance par rapport au reste du cycle économique, on est plutôt dans une phase qui est plutôt une bonne phase en fait de l'économie mondiale, ou en tout cas on n'est pas au bord de la récession. En revanche, si on va vers une escalade commerciale, voire une déstabilisation des devises, alors effectivement on aurait cet impact récessif, et j'aime à rappeler régulièrement que une hausse des droits de douane fonctionne exactement sur l'économie qui l'impose comme une hausse d'impôt. C'est une hausse d'impôt. C'est pas profondément inflationniste, sauf si vous avez un choc d'offres qui se cumule, par exemple, qui vient par exemple avec un choc sur le marché du travail américain suite à des politiques immigrationnistes extraordinairement restrictives. Mais en tant que tel, ça n'est pas inflationniste. Il n'y a pas de mécanisme qui se déclenche. Vous faites remonter le niveau des prix, mais ce n'est pas inflationniste. En revanche, c'est récessif. C'est-à-dire vous appuyez sur le pouvoir d'achat général, vous faites remonter en fait les coûts de l'économie. C'est comme ça que la Fed avait lu la première guerre commerciale 2018-2019. Exactement. Et ça, en fait, ça va être extrêmement difficile à arbitrer pour la Réserve fédérale. C'est-à-dire comment est-ce que j'essaie de ne pas me retrouver une nouvelle fois en retard par rapport aux effets des politiques économiques qui se déclenchent. Puisqu'on a vu que dans la conférence de presse, Jérôme Powell a fait extrêmement attention de ne pas rentrer dans ce que nous, on adore faire autour de ce plateau et dans notre métier, c'est-à-dire des scénarios. Il va surtout pas dire ça, c'est notre scénario central, etc. Nous, là, on a beaucoup de chance, on peut donner notre scénario central. Powell, on a bien vu, ne voulait surtout pas donner une quelconque indication. Néanmoins, il va falloir à un moment donné qu'il se projette sur un impact à la fois sur la conjoncture économique et sur la réaction des différents acteurs pour ajuster sa politique monétaire. Je suis totalement d'accord avec Grégoire et Vincent. Évidemment, on voit bien que la tendance générale est à une baisse progressive des taux. Et d'ailleurs, on voit sur le marché américain, moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est quand on regarde les taux à relativement long terme, ils sont assez stables parce qu'on voit l'équilibrage entre 25 et 26. D'une certaine manière, on est en train de dire remonter les taux, ça veut dire je fais remonter les taxes.
Ça veut dire que globalement, je fais monter les prix, donc il ne faut surtout pas que je fasse baisser les taux. Mais ça veut dire aussi que j'ai un effet potentiellement récessif, donc il faudrait potentiellement que je les baisse. Donc, entre les deux, je les laisse stables. Et donc, on se situe un peu dans cette espèce de zone grise. Et c'est pas facile de sortir de la zone grise. Ouais. Ça va être extrêmement dur pour les banquiers centraux parce que ce qu'ils détestent, c'est revenir en arrière une fois qu'ils ont enclenché un mouvement. Ça, ils détestent ça. Vincent, est-ce que la BCE trouvera de plus en plus d'arguments sur son chemin pour aller en dessous de 2%, qui peut être un taux neutre consensuel aujourd'hui au sein du Conseil des gouverneurs, et indépendamment, j'allais dire, de la trajectoire ou de la gestion de la situation américaine par la Fed? Oui, c'est ce que anticipe le marché. Ils ont baissé à 2,75%. Le marché price environ 85 points de base cette année, donc légèrement en dessous de 2%. Le marché hésite entre 3 à 4 baisses supplémentaires cette année. Ça nous semble raisonnable. Nous, on en voit plutôt 4 supplémentaires. Ceci dit, il a un bémol, c'est que la BCE a indiqué lors du dernier meeting, et ça a été suivi d'annonces de gouverneurs dans ce sens-là, qu'il se rapprochait du taux neutre. Alors, où se situe la borne haute de l'estimation du taux neutre. Voilà, le taux neutre, probablement... qui est un range de fluctuation assez large. Voilà, disons entre 1,75 et 2,50. Ouais. Et donc, avec la prochaine baisse, on est sur l'estimation haute. La BCE, le STAC, doit publier très prochainement sur le sujet, où se situe ce fameux taux neutre. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut... assouplir la politique monétaire en deçà de la neutralité? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une politique accommodante? Probablement, si on regarde le niveau de croissance, qui est faible et inférieur à 1%, mais l'inflation reste un peu haute, donc c'est pas forcément trivial. Mais oui, nous avons plutôt tendance à penser que la normalisation de l'inflation et la faible croissance militent pour des baisses de taux relativement agressives de la BCE. Pour ce qui est de la Fed, le marché ne price que 44 points de base cette année. Encore. mais je trouve que c'est pas beaucoup. Nous, on a 50, on n'est pas très loin. Mais il y a de la place. Il me semble que le marché n'est pas très agressif. L'inflation normalise. Regardez le chiffre du PCE, corps PCE du mois de décembre. Sur les 3 derniers mois, on est à 2,2% annualisé. Donc, on se rapproche de l'objectif. À confirmer, mais je ne sous-estimerai pas cette normalisation de l'inflation américaine, surtout parce que les coûts unitaires du travail sont très modérés. Le marché de l'emploi se détend et la productivité est forte. Point clé d'ailleurs sur l'inflation, puisque c'est votre postulat, Trump ne prendra pas le risque de réveiller l'inflation. C'est valable aussi pour la partie migratoire des Trumponomics ? Probablement, mais clairement, il veut... alors, il y a quelques effets d'annonce spectaculaires pour renvoyer certains illégaux dans leur pays. Mais je pense que net, on aura un ralentissement des flux migratoires positifs. Ça a commencé déjà l'été dernier. Ça a commencé sous Biden, absolument. Mais je ne pense pas qu'on va avoir un effet inverse. Dur. Un renversement du flux non plus à attendre. On ne s'attend pas à un choc d'offres négatif puissant à ce niveau-là. Ça, ce serait un des signes noirs de l'économie américaine. Ce qui a permis à l'économie américaine d'avoir à la fois de la croissance, la baisse du chômage et une inflation qui baisse, c'est parce que vous avez eu des flux migratoires importants qui ont permis de détendre le marché du travail. Si vous retendez d'un seul coup le marché du travail, vous refaites un choc d'offres là-dessus, là ce serait évidemment extrêmement négatif. On est tous, je pense, le milieu des économistes à se dire qu'il ne faut surtout pas qu'ils le fassent. Est-ce que la politique et les effets d'annonce et les effets de manche prendront le pas sur la rationalité économique? Trump fonctionne beaucoup aussi, au moins dans un premier temps, à l'émotion. Espérons qu'effectivement il aura d'autres chats à fouetter, c'est ce que j'espère, plutôt que de faire une politique qui en plus lui coûte extrêmement cher. Vous avez vu que... Ah oui, par tête de migrants à renvoyer. Il utilise les avions militaires les plus gros pour avoir des superbes images, parce qu'il a les plus gros avions militaires, il faut le savoir, il a les plus gros avions militaires du monde, c'est très important. Et en fait, donc ça coûte... Utiliser ces gros avions militaires, ça coûte un argent phénoménal. Donc en fait, même d'un point de vue bilan économique, ça ne fait aucun sens. Mais
voilà, sait-on jamais, je pense qu'il faut rester prudent. La question identitaire aux États-Unis MAGA. est extrêmement forte. Il ne faut pas oublier qu'un des présidents dont s'inspire Trump, c'est quand même Calvin Coolidge. Calvin Coolidge, c'est dans les années 20. C'est le premier à avoir à la fois remis une loi migratoire, après la première loi migratoire anti-chinoise, c'était la loi sur les quotas migratoires en Europe, plus les droits de douane. Bon, ça lui est pas porté chance, il est décédé au bout d'un an de mandat. Bon, donc n'y voyez évidemment aucun aspect taquin de ma part, mais en tout cas, il a cette volonté-là. Donc j'espère qu'effectivement il n'ira pas jusqu'au bout parce que c'est très important pour l'économie américaine. Après, juste pour finir sur le sujet, il faut regarder les faits. Il y a une estimation 14, 15, 16 millions de migrants illégaux. Voilà. C'est quand même un état de droit. Donc, ça veut dire que si jamais aujourd'hui ils les attrapent tous, pour les renvoyer chez eux, ils doivent passer quand même par la case tribunal. C'est un process qui, en moyenne, 2-3 jours, il vaut vite quand même aux États-Unis. Donc il faudra les mettre dans des centres de détention. Ah non, mais ça coûte des trillions de dollars. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. C'est des trillions de dollars. Donc il faudra les mettre des camps. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins des effets d'annonce pour sa base, et ça marche plutôt bien. Peut-être que les fameux avions très chers, il est fait payer par le Canada, le Mexique ou je ne sais qui maintenant pour les prendre, mais on commence à connaître. C'est de la rhétorique, c'est du populisme, c'est des effets d'annonce, ça marche bien d'ailleurs, il faut quand même lui reconnaître qu'il a ce qu'il veut. Maintenant, très probablement, il ne va pas pouvoir mener jusqu'au bout cette histoire. Bon, après, il a ce qu'il veut. J'ai pas bien compris ce qu'il avait obtenu de plus du Mexique et du Canada par rapport à l'existant. Des soldats à la frontière. Oui, mais ils y étaient déjà. Donc, c'est visiblement, Claudia Sheinbaum, elle a très bien compris Trump. Je crois qu'il faut l'écouter, la lire. Ils ont rajouté des caméras. Il y a des caméras maintenant qui permettent de voir les soldats. Voilà. Et un tsar fentanyl au Canada. Mais nous, Européens, on pense ça parce qu'on a un peu de recul. Mais la base américaine, le fait qu'ils voient l'annonce des soldats à la frontière, je pense que pour eux, c'est job is done. Mais Claudia Sheinbaum, elle a très bien compris ça. On lui a offert une victoire politique sur un plateau, sans aucune conséquence pour le Mexique. Ils ont le dictionnaire Trump, ils savent comment le décrire. L'autre émotion du moment, c'est ce qui s'est passé sur le Nasdaq il y a un peu plus d'une semaine, le 27 janvier, avec la révélation au monde d'un modèle d'IA chinois, DeepSeek, qui affiche des performances effectivement assez spectaculaires, à la hauteur en tout cas des meilleurs modèles anglo-saxons, pour, nous dit-on, beaucoup moins d'argent et une sobriété énergétique beaucoup plus importante. Bref, qu'est-ce que ça ouvre comme porte dans le thème de l'IA ? Est-ce que ça peut être un coup dur plus que simplement une baisse intraday de Nvidia ? Est-ce que ça peut aller plus loin ? Et comment est-ce qu'on investit ou on continue d'investir dans ce thème de l'IA si c'est le sujet, Grégoire ? Alors, je pense que les tarifs, c'est une chose. Le vrai sujet, c'est celui-là. C'est, à mon avis, un début de guerre acharnée sur l'IA qui est déjà un peu commencé, mais qui continue entre les deux grandes puissances du monde, la Chine et les États-Unis. La Chine ayant énormément de talent, alors que les États-Unis commencent à en manquer. Ça a été révélé au grand jour, on la connaissait, on connaissait le nom, et effectivement, ils ont montré leur modèle. Ils ont dit 6 millions de développements, c'est probablement plus. Est-ce qu'ils ont des puces de Nvidia ? Probablement. Est-ce qu'ils ont copié le modèle ? Oui, très probablement, parce qu'ils se sont rendus compte que sur des questions spécifiques, ChatGPT d'OpenAI affichait la même chose que DeepSeek. On distille, ils disent. On copie pas, on distille. Voilà, donc très probablement c'est ça. Mais le fait est que quand bien même ils aient copié, ils aient volé des technologies, ça montre quand même que c'est une vraie guerre qui est acharnée. On le sait, c'est une guerre de talents. Et je pense que le vrai sujet qui est structurant pour la suite, c'est celui-là, notamment la guerre des talents. Pour revenir maintenant d'un point de vue marché, on a vu l'impact que ça a eu sur le marché, notamment sur les valeurs des semi-conducteurs. Et ce qui était plutôt bien sur cette séance, c'est que le marché globalement a monté, sauf ces valeurs-là. Nvidia étant très impactant sur le S&P 500, sur la gestion passive notamment, ça a fait baisser l'indice, mais on a vu que c'était très centré sur ces valeurs-là. Le S&P équipondéré termine flat sur la séance du 27 janvier. C'est plutôt une séance globalement constructive. Donc quand vous faites du momentum de marché, vous dites qu'effectivement, avec la clôture qu'on avait par rapport au futur du matin, c'est quand même très rassurant. Donc ça nous donne des arguments pour continuer d'investir sur le marché américain. Il faut faire attention à ces valeurs-là. On sait qu'il y a un problème de valorisation. On parlait de Palantir tout à l'heure, qui est super à prendre 25%. Quand vous voyez les ratios, vous vous demandez comment ça peut exister quand même. Je crois que ça se paye très cher. Donc ça surfe. Moi, ce que je trouve très surprenant, c'est qu'il s'est passé ça. OpenAI est extrêmement chèrement valorisé. Ils font un nouveau round de financement avec SoftBank, probablement lié à Stargate, où ils augmentent encore la valorisation, comme si de rien n'était. Donc on voit bien qu'il y a un jeu politique quand même derrière, ou en tout cas géopolitique qui se met en place. Mais je pense que c'est structurant, et je pense que ce qu'on a vu sur Nvidia, on va l'avoir plusieurs fois pendant l'année. D'accord. Sur le long terme. Je pense que c'est que le début. Ça va frapper. Donc c'est un nouveau schéma quand même. C'est un nouveau schéma là. C'est un schéma qu'on pensait possible, qui a été matérialisé par ce qui s'est passé sur cette ligne-là. Et maintenant, on sait que ça va arriver. C'est une guerre entre deux grandes puissances qui vont lutter. Armes égales ou pas, on verra. Mais il y a quelque chose de vrai. Parce que c'est pas un épiphénomène. Il se passe quelque chose quand même. Ils ont copié.
de ce qu'on nous dit, pour avoir des clients qui sont investis là-haut, ils ont le talent, ils ont la matière grise. Quand bien même on met des restrictions sur les puces, etc., ils y arrivent quand même. De manière, Ce serait pas DeepSeek, ce serait un autre. Enfin, Baba a sorti aussi son IA derrière. Ils y arrivent etc. plus ou moins. Donc ça va être une lutte acharnée. La vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on fait Européens? On a du talent, on a des sociétés, et pour l'instant, dans la course, on n'est pas là, ou peu là. Mais c'est très structurant pour l'avenir. Mais il faut faire attention quand même, parce que c'est quelque chose qui va, à mon avis, survenir de manière beaucoup plus régulière. On a vu ça. C'est l'histoire s'est peut-être accélérée. L'histoire de la commoditisation des IA s'est peut-être un peu accélérée depuis une semaine ou 10 jours. Vincent, comment vous regardez ce sujet? Est-ce que ça peut être un sujet macro? Parce que le cycle de CAPEX américain a été quand même énormément tiré ces dernières années par ces infrastructures, ce thème de l'infrastructure IA. Il y a la question de l'effet richesse aussi. Nvidia est quand même la valeur la plus détenue par les particuliers qui en ont racheté une bonne louche lundi et mardi dernier. Et puis, il y a le sujet de marché derrière, bien sûr. Quand même, je trouve ça très rassurant ce qui s'est passé. Dans une semaine où Nvidia a perdu 16%, le S&P ne perd que 1%, les actions européennes gagnent 1%, donc le marché a été très résistant. On avait parlé du risque de concentration et la volatilité que ça pouvait impliquer. En l'occurrence, avant cet événement, les 10 plus grosses valeurs du S&P représentaient 38% de l'indice. L'indice qui a 500 valeurs. Donc c'est une concentration énorme. Et malgré une telle baisse de Nvidia, l'indice résiste bien. On a eu une dispersion énorme, aussi bien réalisée que, si vous regardez les implicites, la volatilité, il y a un décrochage entre la dispersion implicite qui a beaucoup monté et la volatilité qui reste basse. Donc l'indice résiste très bien. Ceci dit, je pense quand même qu'on est dans une année où la volatilité va monter, parce qu'il y a de l'incertitude politique, parce que les valorisations américaines sont tendues, parce qu'il y a de la concentration. Donc je pense que la vol va monter. Mais là, en l'occurrence, l'indice a très très bien résisté. Et in fine, l'interprétation du marché, c'est ce qui s'est passé avec DeepSeek, c'est une diffusion de l'intelligence artificielle qui va être plus rapide et moins chère. Et donc, ça veut dire gain de productivité pour l'économie dans son ensemble. Et le marché, in fine, a très bien réagi. Donc, je pense que c'est assez rassurant qu'on soit sorti, entre guillemets, de ce phénomène avec aussi peu de dégâts. Et ça montre quoi? Que Nvidia peut ne pas être systémique? Ça montre que c'est une histoire, sans doute, de rotation davantage que de chocs négatifs. Mais même pour Nvidia, je dirais, on a entendu le CEO de ASML qui disait, mais vous savez, une diffusion accélérée de l'intelligence artificielle, ça veut dire davantage d'investissement, davantage de puces, et donc il n'avait pas l'air très, très inquiet. Satya, chez Microsoft, l'a dit, quand on est passé du client-serveur au cloud, qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu plus de serveurs à l'arrivée. Des plus gros. Wilfried. Ce qu'on voit, c'est effectivement la focalisation désormais du marché sur les cas d'usage. Les cas d'usage de l'intelligence artificielle. Et on l'a vu, même y compris au sein Donc la monétisation, quoi. Enfin, la monétisation et ceux qui sont capables de donner directement des applications très concrètes à cette intelligence artificielle. On a parlé de Palantir, c'est typiquement leur cas d'usage. On peut parler aussi dans les GAFAM de Meta, qui elles, sont très très bien sorties, justement en montrant qu'ils étaient capables directement d'aller chercher des modèles. C'est le cas aussi d'autres sociétés. Et donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on passe de la focalisation un peu sur le hardware, sur les puces, sur le fait qu'il faut bâtir de plus en plus, il faut avoir des infrastructures, c'est vrai, on va en avoir besoin, à peut-être une focalisation sur l'essence de ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la possibilité, comme le disait justement Vincent, d'accroître la productivité. Et la promesse numéro 1 de l'intelligence artificielle, c'est de permettre d'augmenter la croissance potentielle des économies via une augmentation de la productivité dans un monde où on sait qu'on va avoir de moins en moins de quantité de travail. Donc ça, c'est effectivement majeur. Et le deuxième élément que nous a enseigné DeepSeek, c'est que peut-être que la productivité du capital, parce qu'il y avait pas mal de chercheurs qui disaient, mais oui, la productivité du travail est en train de monter, mais comme vous dépensez énormément d'argent, en fait, la productivité globale des facteurs via la baisse de la productivité du capital, totale des facteurs qui a été choquée là. Voilà, choqué. Et là, on se dit, mais finalement, on va être capable peut-être de dépenser un peu moins d'argent, et donc la productivité globale des facteurs va monter. Et ça, c'est d'une certaine manière, d'un point de vue macro, ce serait une très bonne nouvelle. Il nous reste une minute, rapide tour de table. Est-ce qu'il faut être un peu moins US dans les allocations aujourd'hui? Sous-entendu, est-ce que c'est le moment d'en remettre un peu sur l'Europe? Moi, je pense qu'il faut être toujours très équilibré et que l'Europe aujourd'hui présente effectivement des ratios de valorisation qui sont quand même intéressants pour qui a un peu de moelle et un peu de colonne vertébrale. Grégoire? Toujours très très US dans l'esprit.
un peu d'Europe, mais très sélectif. Il y a les belles pépites. On avait parlé d'Air Liquide la dernière fois. Ça reste un top player. Pas du tout Chine, pour le coup. Et aux US, est-ce qu'il faut bouger des choses dans la loc US ? Si vous avez des ETF, par définition, vous avez les big caps, donc vous avez les magnificents, comme on dit. Donc, si on va du stock picking, je vous gérerais plus vers le hold America, parapétrolière, pétrolière. Mais il y a un peu d'équilibre aussi à trouver. Il faut savoir être sur ce diversifié et marché. concentré. Si vous prenez les mêmes risques partout, ça va pas aller, comme on dit. Bon, est-ce que la diversification va payer là cette année, Vincent ? Oui, nous, on préfère le S&P équipondéré au S&P lui-même. Sur Europe, États-Unis, on n'a pas de vue forte, mais encore une fois, si on a la confirmation d'une reprise manufacturière, éventuellement un cessez-le-feu en Ukraine et un Trump plutôt coopératif, moins dur qu'on pouvait le craindre, ça pourrait être une histoire de rotation géographique effectivement assez intéressante. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Planète Marché. Grégoire Kounowski, conseiller en investissement chez Norman Kay, Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de General Investments, et Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Arbevel.